Alona Fischer-Kam, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ambassadrice et chargée d'affaires d'Israël en France. Beaucoup de questions à vous poser. Je signale que Gilles Kepel est toujours avec nous et j'accueille Benjamin Petrover, rédacteur en chef d'I24 News. Bonjour, Bonjour Benjamin. Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Thierry Arnaud, évidemment, est toujours en notre compagnie. Madame l'ambassadrice, votre pays a été frappé hier soir par une attaque sans précédent, mais 99% des missiles ont été interceptés. C'est ce que dit l'armée israélienne. Quel est votre état d'esprit ce matin? Est-ce que c'est toujours la sidération, l'inquiétude ou une forme de soulagement parce que le drame a été évité grâce au système antimissile israélien? Je dirais que c'est plutôt l'inquiétude. Parce que ce qu'on avait vu hier, c'est pas quelque chose qui est arrivé pour... Bon, c'est la première fois, bien sûr, c'est inouï, c'est sans précédent dans le sens qu'il y a... C'est la première fois qu'il y ait une attaque directe venant de l'Iran. Mais le conflit que nous avons avec l'Iran, ou plutôt le conflit que les dirigeants iraniens ont avec Israël, c'est quelque chose qui dure depuis des années et ça n'a pas de fin. Donc on parle maintenant d'une étape seulement. Et donc il y a toujours une inquiétude. Et en Israël, il y a un message très clair et qu'Israël veut éviter une escalade, qu'Israël ne veut pas voir un embrasement régional. Cela dit, nous avons face à nous un ennemi, l'Iran, qui veut nous détruire comme stratégie, de même que Hamas, qui joue directement contre nous, qui joue à travers des proxys. Et donc, il y a ici... Les proxys, c'est-à-dire leurs alliés, le Hezbollah au sud Liban, les milices Hamas, du les Yémen. Houthis, voilà. Ouais. Et on a vu qu'ils sont tous très actifs. Et donc, je crois que c'est l'inquiétude plutôt qui règne en Israël. On va parler dans un instant, bien sûr, et je donnerai la parole à Thierry Arnaud et Benjamin Petrover de la riposte israélienne à venir. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les dégâts qui ont été causés par les projectiles iraniens? Je le disais, l'armée a communiqué sur le fait que 99% avaient été interceptés. L'Iran parle de 2 sites militaires qui auraient été endommagés, notamment une base aérienne à Nevatim. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur la réalité des dommages causés par non seulement ces drones, mais ces missiles qui ont été tirés d'Iran? Je dirais que du point de vue technologique, je crois que c'était une grande victoire de la défense israélienne. Comme vous l'avez dit, le 99% des projectiles, des drones, et des missiles de croisière et des missiles balistiques ont été interceptés par Israël, et la plupart loin de ses frontières. Donc c'est une grande réussite. Cela dit, il n'y a jamais une défense hermétique, il y a toujours des dégâts, que ce soit des dégâts matériaux. Je vous rappelle que c'est pas seulement des dégâts matériaux, il y avait des millions d'Israéliens qui étaient sous l'abri et pendant la nuit, c'est important. Il y avait aussi une fillette de 7 ans qui a été grièvement blessée. Et je la mentionne parce qu'elle est aussi d'origine arabe. C'est une fillette bédouine. Et donc, on voit que pour l'Iran, peu importe qui sont les victimes, autant qu'il y a une attaque contre Israël. Question de Thierry Arnaud. La France est intervenue cette nuit. Elle a détruit des drones israéliens, mais elle dit que son objectif prioritaire était de défendre ses bases militaires et que, en fait, d'une certaine manière, le fait d'avoir protégé Israël en abattant des drones n'est qu'une conséquence de la défense des intérêts français. Est-ce que vous sentez aujourd'hui un peu moins soutenu par la France que vous ne l'êtes par les États-Unis ou le Royaume-Uni, par exemple ? Bon, concernant les propos des Français, bien sûr, c'est une question qu'il faut poser aux Français. Mais je dirais que non. Je dirais tout au contraire. Et même avant, je crois que depuis le 7 octobre, et de tous nos alliés, de tous nos amis, il y avait un message très clair qu'Israël a le devoir et le droit à se défendre. Oui, il y avait des désaccords de comment le faire, combien de temps et en quelle manière. Mais je crois que sur ce plan-là, il y avait vraiment un consensus parmi les amis d'Israël. Et ce qu'on avait vu hier, c'était qu'une fois qu'Israël est attaqué, il y a une compréhension internationale et de nos amis, de nos alliés, mais aussi des pays de la région,
que la défense d'Israël, c'est leur propre intérêt. Vous considérez qu'il y a une forme de consensus du concert des nations qui est retrouvé, alors même que ces derniers jours et ces dernières semaines, la situation à Gaza avait suscité des réactions pour le moins beaucoup plus de divergences de la part des pays occidentaux quant au soutien affiché à l'État d'Israël. Vous considérez que là, ils se retrouvent dans un soutien beaucoup plus fort à votre pays? Je crois que si, je crois que c'est un cas très très clair pour moi, et d'une attaque d'un pays, une attaque complètement à l'encontre de la loi internationale, contre un État souverain. Et sur ce point-là, bien sûr qu'il y a un consensus de la plupart, au moins des pays libéraux, occidentaux, et qu'Israël a le droit et de devoir à se défendre et défendre ses citoyens. Question de Benjamin Petrover. Alona Fischer-Khan, on va peut-être mettre les pieds dans le plat. Cela fait des années que Benjamin Netanyahou dénonce la menace iranienne. On se souvient de certaines interventions face à l'ONU où il venait DVD à la main, carte à la main, pour montrer les plans iraniens pour obtenir l'arme nucléaire et détruire Israël. Est-ce qu'au fond, l'opération d'hier soir ne donne pas aujourd'hui au cabinet israélien une occasion inespérée de passer à l'attaque? Pas nécessairement. Avec des conséquences diplomatiques qui peuvent être terribles. Écoutez, la menace de l'Iran existe depuis longtemps, depuis des décennies, même pas des années. Et depuis des décennies. Et c'est une menace qui a plusieurs dimensions. Il y a une menace de la bombe nucléaire. Il y a une menace, maintenant ce qu'on a vu, avec des missiles lancés sur Israël. Il y a une menace à travers les proxys, que ce soit le Hezbollah, que ce soit en Irak, à Yémen, partout. Et donc, il y a beaucoup de dimensions à cette attaque. Maintenant, l'idée d'Israël, c'est vraiment éviter l'escalade. Et donc, c'est là où nous sommes. Et comme vous l'avez vu, Israël était très prudent concernant sa réaction hier. Et il n'y avait pas de propos très clair concernant ce qu'Israël va faire. La seule chose que je peux faire, c'est citer notre Premier ministre hier soir, qui avait dit que celui qui va attendre ou nuire à Israël ou faire mal à Israël, Israël pourra lui faire mal. La déclaration du ministre des Affaires étrangères Israël Katz qui dit Israël répondra, c'est toujours valable. Le ministre de la Défense Yoav Gallant qui explique que la campagne n'est pas encore terminée. Quand il y a toute une gamme, il y a toute une gamme de réponses. L'intention n'est pas de calmer le jeu. Bien sûr, on ne peut pas exclure une réponse, quoi que ce soit. On ne peut pas l'exclure, ça veut dire qu'elle n'est pas une certitude, cette réponse. Vous ne nous dites pas aujourd'hui, parce que les Iraniens, eux, disent on a été attaqué, on a répondu, de notre point de vue à nous, Iraniens, disent-ils, l'incident est clos. Est-ce qu'il y aura une réponse israélienne? Écoutez, c'est comme dire le 7 octobre, c'est comme Hamas dire le 7 octobre, voilà, nous avons attaqué Israël, c'est clos maintenant. Est-ce qu'Israël doit répondre à l'attaque iranienne? Je ne sais pas si c'est une question de devoir ou pas devoir. Le devoir d'Israël, c'est défendre à ses citoyens. Maintenant, nous laissons le terrain complètement ouvert à toutes sortes d'interprétations et à cette phrase-là. Madame l'ambassadrice, je vous donne la parole dans un instant, Gilles Kepel, mais juste pour continuer sur cette question de la riposte, puisqu'on voit bien que vous ne fermez aucune porte. Hier soir, vous évoquiez une défense active suite à ce qui s'est passé. Pour que ce soit très clair pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il faut envisager la possibilité qu'il y ait une opération au sud Liban pour frapper le Hezbollah? Est-ce qu'il y a même la possibilité qu'il y ait des frappes directement en Iran? Est-ce que tout cela fait partie de la panoplie des possibilités dans une éventuelle riposte à ce qui s'est passé la nuit dernière? Bien sûr qu'il ne faut rien exclure, mais en même temps, nous sommes vraiment très très prudents. Et nous sommes en dialogue avec nos amis, avec nos alliés. Et notre idée, c'est vraiment éviter l'embrasement régional. C'est pas de notre intérêt de le faire. Donc, nous sommes très prudents et en même temps, nous laissons bien sûr toutes les portes ouvertes. Je crois qu'il n'y ait aucun pays dans le monde qui resterait tranquille et sans activité, sans réagir, sachant qu'il y avait une attaque de 300 ou plus que de 300 drones ou des missiles contre ces territoires et contre ces citoyens. Et je rappelle que le cabinet de guerre se réunira cet après-midi et qu'on attend une prise de parole du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Gilles Kepel, si Israël décidait de frapper directement
en Iran. Ce serait là précisément l'escalade. Oui, c'est pourquoi il me semble que la solution la plus rationnelle politiquement et militairement, c'est plutôt à ce stade une frappe sur le Hezbollah, qui n'est pas l'Iran, et qui permet d'affaiblir plus encore l'axe de la résistance si l'on considère que Hamas, militairement aujourd'hui, n'a plus les capacités militaires qu'il avait, même s'il conserve la possibilité d'envoyer des soldats, parce que des militants des brigades Ezzedine el-Qassam par les tunnels pour prendre des Israéliens à revers, mais ça n'est plus de la même ampleur qu'autrefois. Aujourd'hui, il y a là un mandataire de l'Iran dans la région qui reste fort, mais qui a été très abîmé, notamment avec les frappes en Syrie, que les Syriens n'ont pas été capables de répliquer, n'ont pas eu l'autorisation des Russes de le faire non plus. Et on voit bien qu'il y a un lieu mou là qui a été ouvert comme possibilité d'action à Israël par l'attaque iranienne qui est le Hezbollah. Alors ça va poser toutes sortes de questions. La France est toujours très désireuse qu'on fasse très attention au Liban, auquel le lie des liens anciens. Et le problème, c'est dans la mesure où il y aurait des dommages collatéraux en dehors des dirigeants du Hezbollah ou de ses militants. Mais le Liban dans son ensemble, aujourd'hui, les populations, toutes confessions confondues, n'ont pas pour le Hezbollah une grande sympathie, qui est considérée comme l'entité qui a plongé le pays dans la tourmente. Au Liban, se nourrir, se loger, les conditions de vie, etc., sont catastrophiques. Et là, il y a effectivement une opportunité politique et militaire pour Israël, indéniablement. Après, ça affaiblit encore l'Iran. Et si l'Iran continue son affaiblissement, évidemment, les États sunnites de la région verront ça sans déplaisir, puisque la voie d'après, s'il y a une sortie de la crise... États sunnites, c'est-à-dire les pays du Golfe. Les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, qui sont les seuls qui ont la capacité financière d'investir dans un État palestinien s'ils voient le jour. Et ceux-là, évidemment, ne veulent pas que l'Iran mette la main. Ils ne veulent plus de Hamas, ils ne veulent pas de Hezbollah. Juste avant de vous donner la parole, Benjamin, une question encore à vous, Alona Fischer-Kam. Les médias américains, Axios, pour ne pas les citer, ont révélé le contenu de la discussion entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bien sûr, soutien inébranlable, c'est le mot qui a été utilisé, mais Joe Biden qui dit au Premier ministre israélien que les États-Unis ne soutiendront pas une contre-attaque israélienne contre l'Iran. Est-ce que ça, au fond, ça ne limite pas le champ des possibles de la part d'Israël si votre principal allié, les États-Unis, dit on ne suivra pas s'il y a contre-attaque contre l'Iran? Comme j'ai déjà dit, il y a toujours un dialogue entre nous et nos alliés, et surtout les Américains. Et nous avons des intérêts communs. Parfois, nous avons bien sûr des désaccords, on l'a vu dernièrement. Mais il y a toujours un intérêt de coordonner. Et notre... Là, c'est plus que de la coordination. Ils vous disent on n'acceptera pas. Oui, ça fait partie d'un dialogue. Oui. Ça fait partie d'un dialogue. Et bien sûr que de notre intérêt, c'est de nouveau, c'est vraiment d'éviter. Ouais. Et l'escalade, et M. Keppel a mentionné le Hezbollah, si c'est une opportunité ou pas une opportunité d'attaquer le Hezbollah. Je dirais que même avant le 7 octobre, et depuis le 7 octobre, plus que 100 000 de nos habitants au nord d'Israël ont été déplacés parce qu'ils ne se sentaient pas sûrs avec le Hezbollah sur les frontières. Donc le problème avec Hezbollah et la nécessité qu'il fasse un recul et qu'il se déplace un peu des frontières israéliennes, c'est quelque chose qui existe avant le 7 octobre. Donc, ce n'est pas une question de riposte, c'est une question de trouver une solution qui garantit la sécurité du nord d'Israël. Benjamin Petrover. Alona Fischer-Kam, quand on voit ce qui s'est passé cette nuit, il y a l'événement militaire, cette attaque avec 185 drones, plus d'une centaine de missiles. Il y a aussi la réaction qui n'a pas été qu'israélienne. On voit que c'est toute une coalition qui s'est armée, qui s'est préparée pour faire face à cette attaque. Qu'est-ce que ça dit quand on sait que ces dernières semaines et ces derniers mois, Israël était extrêmement critiqué dans la façon dont l'opération était menée à Gaza? Aide américaine, aide de la Grande-Bretagne, aide de la France, et même, parce qu'on ne le dit pas assez, mais aide de la Jordanie et de la Syrie, même sans le dire. La Syrie, pays ennemi. Or,
c'est sur le ciel et syrien et jordanien que la plupart de ces drones ont été abattus. Ça dit quoi, ça? Tout d'abord, je crois que ça dit quelque chose aussi sur l'avenir. Il y a ici vraiment une compréhension que l'Iran n'est pas seulement une menace contre Israël. Et ce n'est même pas une menace régionale, c'est une menace à l'ensemble du monde occidental. Et ça, c'est un argument qu'Israël avait dit depuis des années. Il faut être très prudent, il faut faire attention. L'Iran, c'est pas... Je dirais même que peut-être Israël n'est pas le premier ennemi de l'Iran. L'Iran regarde autour de lui, il voit des pays sunnis. Et il y a les accords aussi, les accords d'Abraham, par exemple. Et les accords d'Abraham ont été créés aussi avec la conscience qu'il y a un ennemi commun et un ennemi qui est un facteur de déstabilisation dans la région. S'il s'agit d'Israël ou il ne s'agit pas d'Israël, l'Iran, c'est un facteur de déstabilisation pour toute la région. Madame l'ambassadrice, Thierry Arnaud a une question pour vous. Pendant ce temps-là, Madame l'ambassadrice, un autre conflit se poursuit dans la bande du Gaza. Je vois que vous portez autour du cou cette petite plaque que portent beaucoup d'Israéliens qui parlent des otages et qui demandent le retour des otages. C'est la priorité de votre gouvernement. Où en est-on aujourd'hui de ce processus de discussion qui s'est poursuivi ces derniers jours au Caire notamment, en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages? Bon, malheureusement, demain et hier soir, parmi toutes les nouvelles concernant le développement avec l'Iran, il y avait une toute petite nouvelle que le Hamas a rejetée de nouveau. Et la proposition. Et donc, nous sommes malheureusement dans la même situation où 133 otages israéliens et pas israéliens sont en main du Hamas. Nous n'avons aucune nouvelle. Ça veut dire que le dialogue, les négociations sont rompues à ce stade, on ne se parle plus? Je ne sais pas s'ils sont rompus, mais en tout cas, je crois qu'il y a un seul responsable du fait que les otages ne sont pas encore chez eux, et c'est Hamas, bien sûr. Le Hamas le détient, et le Hamas refuse et rejette toute proposition faite par les Qataris ou par les Égyptiens, des propositions qui ont été acceptées par Israël, malgré le prix qu'Israël devrait payer pour cela. Parce que pour nous, la libération des otages, c'est l'objectif le plus important ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.